400 drones commerciaux frappent 17 villes encerclées, deux chiffres qui se heurtent et pourtant se répondent, paradoxaux, comme un nouvel alphabet de la guerre au Sahel. En quelques jours, cette flotte à bas coût renverse l'équilibre militaire burkinabé et transforme chaque frontière en cible mouvante tandis que l'État tente encore de tenir. Au centre de cette tempête, Ibrahim Traoré doit décider si le Burkina Faso pliera ou tiendra, et ce choix dépassera largement les seuls Burkina Faso News. Car derrière chaque statistique liée à Ibrahim Traoré Burkina Faso se cache une question brutale. Jusqu'où un pays peut-il résister avant de se briser ? Le récit qui s'ouvre n'est pas celui d'une bataille isolée, mais celui d'un pays placé sous une pression si structurelle qu'aucune institution ne peut en sortir indemne. La promesse implicite est claire. Comprendre comment un État encerclé peut encore produire de la cohésion, un avantage stratégique de 10 à 12 mots qui changent tout dans une guerre d'attrition. Dans les 60 prochains jours, chaque décision aura un coût mesurable, chaque heure modifiera l'équilibre entre effondrement et résistance coordonnée. Les chiffres déjà connus, 4 millions de civils piégés, 17 villes sous blocus, des cargaisons d'armes franchissant les frontières, forment une ligne de risque qui ne cesse de se déplacer. Mais au cœur de cette dynamique, une question persiste, suspendue comme un micro-hook. Jusqu'où une société peut-elle absorber la dislocation avant que ses liens ne cèdent ? Ce récit propose une seule chose, dérouler les mécanismes précis qui, combinés, déterminent si le Burkina Faso se dirige vers la rupture ou vers une stabilité fragile. Le enjeu n'est pas théorique, il redessine déjà les rapports de force du Sahel. La première révélation apparaît dès l'aube du 6 septembre. Un essaim de drones commerciaux, adapté avec un guidage iranien, renverse en quelques heures l'ordre militaire du Sahel. La seconde est encore plus frappante. Plus de 400 plateformes improvisées suffisent à étouffer plusieurs villes burkinabées sans qu'aucune ligne de front ne soit visible. À partir de ce moment, le cadre stratégique change radicalement, imposant à Ibrahim Traoré une équation où chaque innovation ennemie réduit sa marge d'action et transforme la survie étatique en défi quotidien. Les 60 jours évoqués dans la source ne sont pas une figure de style, ils matérialisent le très court délai dans lequel un pays doit décider s'il se maintient ou s'effondre. 17 villes encerclées, 4 millions de civils piégés, des cargaisons franchissant la frontière. Ces données, bien que déjà connues des analystes, prennent une autre dimension quand elles s'articulent avec l'arrivée d'armes légères, de drones bon marché et d'une prolifération asymétrique qui brouille toute logique conventionnelle. Dans cette géométrie mouvante, l'apparition d'un bombardement téléopéré en moins de 24 heures après la première alerte montre que la supériorité aérienne ne dépend plus de flottes officielles, mais de dispositifs à 3400 haut capables de neutraliser un convoi à 30 km. Le blocus prolongé du Nord, la situation sanitaire qui se dégrade, les villes comme Djibo où aucun ravitaillement n'entre depuis février 2022, tout cela compose un arrière-plan où la guerre technologique n'efface pas la guerre humanitaire, mais l'amplifie. Parallèlement, les puissances extérieures tissent leur présence. L'Iran arme, la Chine assemble, la Russie conseille. Cette superposition d'acteurs crée un effet de laboratoire en plein Sahel, brouillant les frontières, les loyautés et la perception même du risque. Et pourtant, malgré la pression accumulée, l'État burkinabé continue d'émettre des ordres, de collecter du renseignement et de parler en son nom. Signe que la structure institutionnelle ne s'est pas encore effondrée. Le basculement psychologique survient cependant lorsque, au matin du 7 septembre, Ibrahim Traoré apparaît devant la nation, cristallisant les attentes autour d'une seule interrogation. Jusqu'où le pays peut-il tenir ? Dès les premières heures suivant les frappes du 7 septembre, une dynamique humaine se met en place, presque souterraine mais décisive. Les gestes isolés, des jeunes qui rejoignent les volontaires de défense, des enseignants transformant des écoles en dépôts de vivres, des médecins improvisant des cliniques, cessent d'être anecdotiques pour devenir la première réponse structurée d'une société sous siège. Sous la coordination du colonel Amadou Triora, le renseignement burkinabé cartographie les menaces en interceptant des communications ennemies et en identifiant des ateliers clandestins le long de la frontière. Chaque drone capturé, chaque fréquence brouillée, chaque trajectoire repérée ajuste la compréhension du front invisible.
Les premiers effets de cette organisation s'observent dans la manière dont les convois tentent encore, malgré les mines et les embuscades, d'atteindre les zones les plus isolées. Parallèlement, la pression sur les infrastructures civiles s'intensifie. Les hôpitaux manquant de médicaments, les écoles de personnel et les villages du Nord glissent vers une économie de survie où l'essentiel, eau, carburant, farine, devient une variable militaire. Pourtant, dans ce contexte où chaque ressource semble compter, un élément clé apparaît. La cohésion morale tient mieux que prévu, portée par l'impression que la survie du pays dépend d'une addition de micro-initiatives plutôt que d'un grand plan centralisé. C'est là que se forme véritablement le fil conducteur du récit. Dans une guerre sans ligne fixe, les personnages qui guident la compréhension ne sont pas seulement les chefs militaires, mais les civils anonymes qui compensent, par des actions minuscules et répétées, les failles d'un appareil d'État en tension constante. Et cette accumulation d'actes produit une conséquence simple. La résistance existe parce que personne ne peut se permettre de s'arrêter. Tout s'accélère à l'aube du 7 septembre. Les premières frappes de précision tombent sur l'aéroport de Ouagadougou, puis sur plusieurs dépôts logistiques. Les explosions sont brèves, chirurgicales, silencieuses avant l'impact. En quelques minutes, le pays comprend que le conflit a changé d'échelle. L'état-major réagit immédiatement. En réponse directe aux attaques, Ibrahim Traoré ordonne la plus vaste mobilisation militaire de l'histoire récente du Burkina Faso. La loi martiale est imposée dans 12 provinces. Tous les hommes entre 18 et 45 ans sont réquisitionnés. Les batteries anti-drones d'origine chinoise sont installées autour des infrastructures vitales. Les techniciens improvisent des réseaux d'urgence avec des satellites prêtés et des relais portatifs russes. Chaque heure devient un pari contre l'effondrement des communications. Au nord, Djibo, déjà étouffé par un blocus de plusieurs années, tente encore de résister. À l'est, Dori et Fadangourma se transforment en citadelles de fortune. Les stades deviennent centres logistiques. Les écoles deviennent abris. Ouagadougou réorganise son tissu urbain pour absorber la pression. 40 attaques frappent le pays en seulement 3 jours, toutes dirigées contre des points de communication. Les équipes de maintenance travaillent dans le noir, souvent sous le sifflement des drones. Autour des frontières, les voisins s'activent. Le Mali mobilise entre 300 et 400 soldats, plus 67 blindés. Le Niger engage 8000 hommes, 200 forces spéciales et 12 chasseurs G7 fournis par Pékin. Le Tchad envoie 200 soldats d'élite pour protéger personnellement Traoré. La région entière se resserre, craignant un embrasement transfrontalier, mais chaque victoire tactique a son prix. Les réserves de carburant fondent, les convois humanitaires atteignent à peine 30% de leur destination. Le blocus de Djibo se propage aux villages voisins. Les infections respiratoires augmentent. La malnutrition infantile progresse. Les chiffres officiels évoquent 4 millions de personnes en insécurité alimentaire, 2 millions d'enfants privés d'école. La pression humanitaire devient une seconde guerre, parallèle à la première. Le front informationnel s'ouvre, lui aussi. Les insurgés diffusent leurs frappes. Les jeunes burkinabés répondent par un mot-clé devenu cri de ralliement. En 24 heures, plus de 4 millions de messages surgissent pour contrer la propagande djihadiste. 123 millions de dollars sont collectés pour soutenir l'effort civil. Le combat numérique s'ajoute au combat territorial. La spirale économique s'aggrave. En moins d'un an, la production agro-industrie s'effondre de 60%. Les exportations de coton chutent de 89%. 67% des structures de santé fermant dans le nord et l'est. Les finances publiques accusent une hémorragie. Les recettes chutent de 67% par rapport à 2022. 89% du budget partant dans les dépenses militaires. Les réserves de devises tombent à 127 millions de dollars. 3 mois d'importation. La dette extérieure grimpe à 7 milliards, soit 18% du PIB. Le franc se déprécie de 34%. Chaque pourcentage devient une vie, un emploi, un espoir sacrifié. Dans ce tumulte, Ibrahim Traoré avance avec un seul objectif, maintenir la cohésion. À ses troupes, il répète que le pays a survécu à la faim, à la peur, aux années de siège. Que le combat pour Ouagadougou ne fait que commencer. Et que malgré les machines, la résistance ne tient que parce qu'une nation refuse encore de céder. Le point de départ est brutal. En moins d'un an, la production agro-industrielle du Burkina Faso s'est effondrée de 60%. Cette variation n'est pas seulement comptable. Elle indique que près des 2 tiers de la capacité productive
ont disparu sous les contraintes logistiques, la désorganisation territoriale et l'impact cumulé des sièges. Un pays qui perd 60% de son appareil agricole perd non seulement des récoltes, mais aussi la possibilité de stabiliser les prix alimentaires, un levier essentiel pour éviter une rupture sociale immédiate. La deuxième donnée majeure concerne les exportations de coton en chute de 89%. Cette baisse massive signifie que l'une des principales sources de devises du Burkina Faso a été pratiquement neutralisée, entraînant une contraction rapide de la capacité d'importation du pays. Lorsqu'un secteur chute de 89%, la marge de manœuvre économique d'un État se réduit à presque rien, laissant la monnaie nationale vulnérable aux dépréciations successives. Troisième indicateur, 7% des structures de santé du Nord et de l'Est sont fermées. Ce pourcentage n'est pas seulement un marqueur sanitaire, il condense l'effondrement simultané de la logistique médicale, de la disponibilité du personnel et de la sécurité autour des axes d'approvisionnement. Quand 2/3 des centres ferment, chaque maladie évitable se transforme en crise potentiellement mortelle et la pression sur les zones encore fonctionnelles devient insoutenable. Autour de ces 3 chiffres pivote toute la stratégie d'Ibrahim Traoré qui doit financer une guerre totale avec une économie partiellement paralysée. Les finances publiques le confirment, les recettes de l'État pour 2025 chutent de 67% par rapport à 2022, tandis que 89% du budget sont absorbés par les dépenses militaires. Cette compression budgétaire crée une équation impossible. Défendre le territoire tout en évitant la décomposition de la société civile. Les réserves de devises limitées à 127 millions de dollars, soit 3 mois d'importation, accentuent encore la vulnérabilité du pays. Chaque convoi, chaque cargaison de carburant, chaque médicament devient une variable stratégique. Les effets sociaux prolongent cette dynamique. 4,2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë, 2,7 millions sont déplacés internes. 23 travailleurs humanitaires ont été tués et 67 kidnappés, un record historique qui montre que même les structures d'assistance deviennent des cibles. Les prix alimentaires bondissent de 134%, l'inflation globale atteint 60%, et 89% de la population bascule sous le seuil de pauvreté. Dans cette géométrie de contraintes, la stratégie d'Ibrahim Traoré s'apparente à une gestion du vide. Combler les brèches plus vite qu'elles ne s'ouvrent. Ses conseillers militaires mesurent leur succès différemment. 1900 insurgés neutralisés, 234 attaques empêchées, 45 communautés libérées. Mais même ces gains ne parviennent pas à masquer la profondeur de la crise. La tension entre les données militaires et les réalités humaines devient la vraie frontière du conflit. 2 lignes d'interprétation s'opposent désormais avec une cohérence interne suffisamment solide pour mériter d'être examinée sans caricature. La première, défendue par plusieurs chancelleries occidentales, affirme que la stratégie du Burkina Faso repose trop fortement sur la militarisation accélérée et sur des alliances asymétriques avec Moscou et Pékin. Selon cette lecture, cette orientation créerait une dépendance stratégique qui affaiblirait la diplomatie à long terme, réduirait la capacité de négociation régionale et transformerait chaque opération militaire en validation implicite d'un isolement croissant. Pour ses partisans, la centralisation du pouvoir, la suspension du Parlement et la fusion de fait entre institutions civiles et chaînes de commandement militaire constituent des signaux d'alarme qu'aucune victoire tactique ne peut compenser. La seconde ligne analytique, bien ancrée dans le Sahel, propose une vision inverse. Elle estime que la rupture opérée avec les modèles extérieurs, loin d'être un repli, représente une affirmation de souveraineté dans un contexte où les institutions régionales, notamment la CEDEAO, n'ont proposé aucune alternative concrète depuis la suspension du Burkina Faso. Dans cette perspective, refuser les schémas traditionnels serait une réponse pragmatique à une guerre hybride, où les drones, les cargaisons clandestines et les ingérences étrangères redessinent quotidiennement les règles du jeu. Les défenseurs de cette position soulignent également que ni les ressources financières, ni les soutiens matériels occidentaux n'ont été adaptés au rythme d'escalade imposé par les insurgés. La réponse la plus solide à ces deux visions doit alors revenir aux données du terrain. Les formations russes apportées au Mali ont permis de professionnaliser 15 000 soldats. La Chine a fourni 1 milliard de dollars de prêts d'urgence, 23 hélicoptères et des systèmes anti-drones. Ces contributions, sans annuler l'effondrement,
ont empêché la chute rapide de la capitale en septembre. Autrement dit, même les critiques et les plus sévères reconnaissent une vérité simple. Sans ces alliances de circonstances, aucune armée sahélienne n'aurait résisté à la combinaison simultanée des blocus, des frappes téléopérées et de la paralysie économique. La force du Stillman est là. Chacune des deux positions repose sur des éléments vérifiables. La difficulté consiste à comprendre comment un pays peut naviguer entre dépendance, survie et affirmation politique sans perdre la maîtrise de son destin. La bascule commence maintenant. Au milieu du siège, un phénomène inattendu émerge, la résistance numérique. Alors que les drones dominent le ciel et que les cargaisons d'armes franchissent les frontières, une partie décisive du combat migre vers les réseaux sociaux, là où les insurgés cherchaient jusque-là à imposer leur récit. En 2 semaines, plus de 4 millions de messages sont diffusés pour contrer la propagande djihadiste et exposer les ingérences étrangères, transformant chaque téléphone en microcentre de communication stratégique. Cette dynamique n'est pas un simple réflexe de colère, elle devient un outil de coordination qui réunit étudiants, ingénieurs, journalistes, indépendants et collectifs civiques. Face à ce basculement, Ibrahim Traoré crée une cellule de veille civique chargée de relier ces initiatives dispersées en un dispositif cohérent. Chaque témoignage, chaque vidéo, chaque carte satellite participe désormais à la construction d'une souveraineté informationnelle. Cette capacité à transformer un chaos numérique en force sociale modifie profondément la lecture du conflit. Le pays encerclé redécouvre sa voix. Mais cette émergence s'accompagne d'une interrogation persistante. Ces armes immatérielles suffiront-elles à compenser les manques matériels qui s'accumulent sur le terrain? Les conséquences du siège se déploient désormais sur 4 plans distincts, chacun révélant une partie de la vulnérabilité du Burkina Faso et de la stratégie qui tente encore de la contenir. Le premier concerne les populations civiles, soumises à une pression continue. Dans les villes encerclées comme Djibo, l'absence de ravitaillement depuis 2022 transforme chaque journée en lutte pour la survie. Les infections respiratoires progressent, la malnutrition infantile s'aggrave et l'effondrement de 67% des structures de santé au nord et à l'est prive les habitants d'un accès minimal aux soins. Les écoles se vident pour devenir des entrepôts ou des abris improvisés. Dans ce contexte, la cohésion communautaire devient une infrastructure de substitution, un maillage invisible sans lequel le pays se serait déjà effondré. Le deuxième plan touche l'économie nationale. La production agro-industrielle s'est contractée de 60%. Les exportations de coton ont chuté de 89%. La dépréciation monétaire de 34% renchérit toutes les importations. Les finances publiques s'assèchent. 4,29% du budget partant dans les dépenses militaires, laissant peu d'espace pour maintenir les services essentiels. Le troc revient comme modalité d'échange dans plusieurs régions, et les circuits commerciaux se fragmentent sous l'effet des violences. Les marchés fonctionnent par intermittence, rythmés par les alertes aériennes et les interruptions de transport. Le troisième plan concerne la dynamique militaire et sécuritaire. Les forces burkinabées, soutenues par des conseillers russes et des équipements chinois, parviennent encore à neutraliser des positions ennemies, libérer des communautés et contenir plusieurs axes d'incursion. Mais chaque opération impose un coût logistique immense. Carburant rare, convois vulnérables, communication instable. Les attaques de djihadistes empêchées, 234 selon les estimations, témoignent de l'efficacité du renseignement, mais aussi du volume de menaces qui pèsent encore sur le pays. Le front n'est jamais fixe, il se déplace au rythme des drones, des colonnes motorisées et des territoires temporairement repris. Enfin, le quatrième plan touche l'équilibre régional. Le Mali déploie entre 300 et 400 soldats avec 67 blindés pour sécuriser ses frontières. Le Niger aligne 8000 hommes et 200 forces spéciales. Le Tchad stationne 200 soldats d'élite chargés de protéger personnellement Ibrahim Traoré. Ce dispositif collectif illustre une crainte partagée. Si Ouagadougou tombe, le Sahel pourrait glisser vers une fragmentation généralisée. Les influences extérieures, iraniennes, russes, chinoises, se croisent et s'opposent, transformant le conflit burkinabé en baromètre de la stabilité sahélienne. À travers ces 4 axes, un constat apparaît. Les effets du siège ne se limitent pas aux lignes de front.
Il redessine la vie quotidienne, l'économie, la diplomatie et le rythme même du pays. Le Burkina Faso tient encore, mais au prix d'une tension constante où chaque avancée masque une fragilité nouvelle. 3 trajectoires possibles émergent pour les mois à venir, chacune fondée sur les dynamiques observables dans les données militaires, économiques et sociales. La première correspond au scénario stabilisation sans sortie, dans lequel le siège s'atténue mais ne disparaît pas. L'armée consolide ses positions sur les axes du Nord grâce au maillage conjoint entre unités burkinabées, volontaires locaux et appuis techniques étrangers. Les alliés russes et chinois maintiennent un soutien calibré. Formation, système anti-drone, prêt d'urgence. L'aide humanitaire circule mieux sous supervision africaine, permettant aux marchés et aux écoles de rouvrir de manière intermittente. Dans cette configuration, l'État reprend progressivement le contrôle administratif, mais la croissance reste négative et la société demeure sous tension. La réussite partielle repose alors sur un équilibre précaire, éviter les percées ennemies, tout en empêchant la fatigue civile de s'accumuler. Le second scénario, plus ambitieux, est celui de la stabilisation constructive. Dans cette projection, plusieurs alliances régionales aboutissent à un corridor humanitaire permanent reliant le centre du pays aux zones agricoles restantes. La production se redresse, les importations reprennent et les réseaux de distribution communautaire se structurent. Les collectifs de défense numérique, nés dans les semaines les plus critiques, deviennent des acteurs reconnus de la reconstruction, participant à la sécurisation des communications et à la lutte contre la désinformation. Le gouvernement lance un programme de souveraineté productive fondé sur l'agriculture locale, l'artisanat et l'énergie distribuée. La CEDEAO, sous pression politique, finit par réévaluer la transition burkinabé, ouvrant la voie à une diplomatie plus stable. Dans ce cas, le pays devient un modèle de résilience africaine, bien que toujours vulnérable. Le troisième scénario, enfin, est le scénario de fracture interne. La pression économique augmente, la population migre, les insurgés multiplient les frappes et les soutiens étrangers révisent leur engagement pour éviter un embrasement régional. L'armée, épuisée, perd sa cohésion, tandis que les villes encerclées basculent dans une économie de survie incontrôlable. Si Ouagadougou venait à tomber, le Sahel pourrait se fragmenter en zones d'influence concurrentes, certaines alignées sur des réseaux soutenus par l'Iran, d'autres livrées à des groupes armés locaux. Dans ce cas, la crise deviendrait continentale et l'effondrement difficilement réversible. Ces 3 trajectoires montrent une vérité simple. La marge d'erreur est étroite, et chaque décision accélère ou retarde l'une de ces issues possibles. Dans l'ombre du siège, les trajectoires individuelles révèlent ce que les chiffres ne saisissent pas, la manière dont les vies ordinaires absorbent la pression d'une guerre prolongée. Pour les familles, la rupture du quotidien est devenue une norme. À Ouagadougou, certaines boulangeries fonctionnent encore avec la moitié de la farine habituelle, étirant chaque sac comme un acte de résistance silencieuse. Dans les maisons, on réorganise les repas, on rationne l'eau, on protège les enfants des sirènes nocturnes, et chaque journée se mesure à la capacité de préserver une routine minimale. Ce sont des gestes simples, garder les cours ouverts sous un auvent, préparer un repas collectif, réparer un toit après une frappe qui empêche l'effritement complet du tissu social. Pour les jeunes, la guerre redéfinit les priorités. Les étudiants qui rêvaient d'universités étrangères ou de carrières techniques se retrouvent désormais à coder des outils de veille, à cartographier des zones dangereuses ou à soutenir les réseaux communautaires qui transmettent informations et alertes. Cette mobilisation, née du numérique, crée un sentiment d'utilité qui compense la peur diffuse du lendemain. Il ne s'agit plus seulement de suivre l'actualité, il s'agit de participer activement à la survie collective. Pour les travailleurs de terrain, l'épuisement devient une ligne de fracture. Les enseignants font cours dans des abris improvisés. Les médecins déplacés se relaient dans des structures dépourvues d'anesthésie ou de matériel. Les volontaires transportent vivres et médicaments sur des motos, souvent au péril de leur vie. Malgré tout, ces professions maintiennent la continuité du pays, en assurant que l'éducation, la santé et l'entraide restent accessibles, même de manière minimale. Enfin, pour la diaspora, chaque nouvelle frappe, chaque statistique, chaque message en ligne devient un rappel de l'exil. Les envois de fonds se multiplient, les campagnes de soutien s'intensifient et la distance géographique devient un moteur d'engagement.
Ses contributions, bien que discrètes, stabilisent des familles entières et prolongent la capacité du pays à tenir. Ainsi, au-delà des cartes, des drones et des rapports militaires, le conflit s'écrit dans la somme des vies ordinaires qui refusent d'être effacées. Face à l'enchevêtrement des crises, militaires, économiques, humanitaires et informationnelles, la seule voie réaliste repose sur une coordination méthodique entre l'État, les communautés locales et la jeunesse connectée. Ibrahim Traoré et son équipe esquissent une architecture en 5 mouvements, chacun défini, mesurable et réalisable dans les limites matérielles du pays. Voici le premier mouvement, stabiliser le territoire. Le Nord doit être sécurisé par un maillage conjoint entre forces régulières, volontaires, communautaires et appuis techniques étrangers. Chaque localité libérée devient un point d'ancrage où convergent aide humanitaire, ravitaillement et relais de communication. Ce maillage crée une structure minimale mais continue, empêchant les insurgés de refermer le siège. Voici le deuxième mouvement, relancer la production vitale. Un programme de souveraineté agricole prévoit la réhabilitation de 200 000 hectares et la distribution de semences locales. L'objectif, simple mais décisif, réduire de moitié la dépendance alimentaire en un an. Cette logique ancre le redressement dans les zones rurales qui ont le plus souffert du blocus. Voici le troisième mouvement, reconstruire les infrastructures essentielles. Avec la Chine, le Nigeria et d'autres partenaires africains, un plan vise la remise en service de 67% des routes principales et 45% des réseaux électriques d'ici fin 2026. L'enjeu est direct, sans route, pas de distribution, sans électricité, pas de coordination. Voici le quatrième mouvement, consolider le front numérique africain. Les collectifs, nés dans la résistance en ligne, deviennent un noyau de cybersécurité citoyenne. Ils protègent les données, suivent les ingérences et servent de relais d'information entre terrain et diaspora. Voici le cinquième mouvement, rouvrir la diplomatie. Plutôt que d'attendre une reconnaissance extérieure, l'idée est de bâtir une alliance africaine de souveraineté coopérative, articulant défense et développement sans tutelle étrangère. À travers ces 5 étapes, Ibrahim Traoré cherche moins à promettre la victoire qu'à garantir la continuité. Tenir aujourd'hui pour exister demain. Dans une école ravagée devenue centre de soins improvisé, une simple ampoule branchée sur un générateur tremble dans la pénombre. C'est ici qu'apparaît le fil qui relie tout le récit. Malgré les sièges, les drones et l'effondrement économique, une poignée d'étudiants a choisi de ramener la lumière là où tout semblait perdu. Ce geste minuscule résonne avec l'effort collectif que Ibrahim Traoré invoque lorsqu'il rappelle que la force d'un pays ne naît pas des armes, mais des liens qui résistent aux tempêtes. Les scènes se répètent partout. Des mères cuisinent pour les enfants de soldats mobilisés, des enseignants reprennent les cours sous des abris, des jeunes cartographient les zones dangereuses pour protéger leur quartier. Chacune de ces actions redessine silencieusement la frontière du possible. Ce ne sont pas des symboles creux, ce sont les preuves que la cohésion peut survivre même lorsque l'État chancelle et que les villes vacillent. L'image revient alors, insistante, une ampoule vacillante dans une école détruite. Elle devient le rappel que tant qu'une seule lumière demeure, une nation refuse de s'éteindre. C'est cela, la leçon de ce siège. La résistance est un choix quotidien. L'histoire qui se déroule au Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un pays en guerre, mais celle d'un continent qui cherche à préserver sa dignité face aux bouleversements les plus brutaux. Elle rappelle que la solidarité ne naît pas des slogans, mais des gestes transmis, expliqués, partagés, que ce soit dans une salle de classe, un marché improvisé ou un atelier de fortune. Chaque récit relayé, chaque discussion ouverte, chaque analyse éclairée devient un fragment de cette souveraineté collective qui permet aux sociétés de tenir dans les moments les plus sombres. Si vous avez suivi cette trajectoire jusqu'ici, une question demeure. Quelle part voulons-nous jouer dans la compréhension de ces crises et dans la circulation de ces histoires? Le savoir n'est pas une arme, mais un lien. Il relie ceux qui observent à ceux qui vivent l'épreuve. Parler de ce siège, le partager, l'enseigner, c'est étendre la résistance au-delà des frontières administratives. Dans un monde où les conflits se lisent souvent à travers les chiffres, il reste essentiel de donner une place aux voix, aux visages et aux gestes. L'histoire continue et chacun de nous détient une phrase qui peut la faire vivre encore.